Bonjour à toutes et à tous, enfin surtout à Karine et Salomon. Merci d'être connectés. Je suis Elisabeth Robert, je suis la coordinatrice du cours sur la budgétisation sensible au genre. Je vous parle depuis Saint-Domingue, le centre de formation. Et j'ai avec moi Marcela Elena de la Peña qui va nous présenter l'expérience en Belgique et Claudie qui est votre modératrice ou votre tutrice. Et puis également Stéphanie qui nous aide pour tous les aspects techniques et puis aussi pour le cours. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans la 6e semaine de ce cours et malheureusement, nous n'avons pas pu faire la première sur le cas du Sénégal, mais elle sera reportée. Et nous allons donc maintenant avoir cette webconférence sur ce cas de la Belgique. Donc, Marcella a intitulé cette présentation « Les femmes s'intéressent aux finances publiques, la lutte contre les violences conjugales, une vraie priorité ». D'abord, je vais présenter, alors excusez-moi, pourquoi ça a tourné, voilà. Je vais d'abord présenter très brièvement Marcella, je ne sais pas si je dois dire Marcella ou Marcela Elena. Marcella est sociologue, experte internationale en accompagnement institutionnel pour l'intégration transversale de l'approche de genre et la budgétisation sensible au genre dans les politiques publiques et les acteurs de développement. Elle est responsable de formation de l'ONG Le Monde selon les femmes qui se trouve en Belgique, vous la connaissez sans doute, et elle est aussi formatrice et formateur en genre. Elle est auteure de plusieurs manuels pédagogiques, d'outils d'animation, d'études et d'articles et de recherches d'actions Nord-Sud. Elle a vécu et travaillé dans plusieurs pays en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Donc, vous pouvez la voir à l'écran sur la photo, ainsi que Claudie et moi-même. Je suis désolée Stéphanie, je n'ai pas mis ta photo, mais Stéphanie est avec nous. Alors, nous allons donc écouter dans un instant Marcella, mais avant, je voudrais vous expliquer que pendant la présentation, si vous avez des remarques à faire ou des questions à Marcella, vous pouvez les noter sur ce petit outil ici où il y a écrit en anglais questions ou questions en français. Donc, vous cliquez sur cette partie du programme et vous pouvez écrire votre question ici. Stéphanie va recopier ces questions sur un Word et on les posera ensuite à Marcella après sa présentation. Donc, n'hésitez pas, et si vous avez des doutes ou des commentaires, à les mettre ici. Marcella sera ravie d'y répondre. Voilà. Donc, je passe maintenant le microphone à Marcella. J'espère ne rien avoir oublié. Et Marcella, vous avez le micro et vous pouvez commencer la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci. Oui, j'ai oublié de dire merci pour la disponibilité et de prendre un petit peu de temps pour nos participants. Oui. Merci beaucoup, Marcella. Merci, au plaisir. Hein. Et oui, je vais vous présenter une expérience que personnellement j'ai vécue, enfin j'ai menée aussi, sur la budgétisation sensible au genre, mais à partir de la société civile, à partir justement de l'action des femmes, et pour essayer de comprendre quelles sont les politiques en place et comment ces politiques par rapport à la violence conjugale, dans ces cas-là, elles intègrent les genres, notamment dans les budgets. Suivant. Les origines de l'action suivante. C'était l'année, d'abord pour dire que cette action a été menée par le Monde selon les femmes et par une association qui s'appelle Biféminine, qui c'est une association féministe, comme le Monde selon les femmes, et qui travaille surtout avec des femmes des secteurs des milieux populaires. Et le but, c'est l'émancipation individuelle et collective, et comme le Monde selon les femmes aussi, l'empowerment des femmes pour une société plus juste. Suivante. Et dans cette action,
Et il y a eu aussi des autres associations qui ont participé parce que c'était, je vais vous expliquer après, c'était une action avec plusieurs composants. Et donc, des autres associations ont participé dans ces différents composants. Et c'était une association qui travaille en particulier sur la participation citoyenne et Périphéria, et un atelier d'expression créative, La Banane, et un atelier des audiovisuels, XARA, je ne vais pas expliquer les sigles, mais qui travaille aussi sur tout ce qui est témoignage et expressivité et des femmes notamment. Suivante. Alors, cette action, ce projet a eu ses origines déjà l'année 2009, parce que c'est une action qui s'est passée entre 2010 et 2012. Et c'était suite à une réunion d'une centaine de femmes qui se sont rassemblées pour discuter sur les droits des femmes dans un quartier populaire de Bruxelles, en Belgique, et qui ont débattu notamment sur la situation des logements, la précarité et les liens entre ces problématiques et la violence envers les femmes. Donc, c'est comme ça que nous avons, Vie féminine et le mention les femmes, lancé une initiative avec ces groupes de femmes qui s'appelait justement, à partir de la question, quelle est la part de budget de la région bruxelloise, de Bruxelles-Capitale, parce qu'on parle de la région, la capitale de la Belgique, quelle est la part de budget allouée à la politique en matière de lutte contre les violences conjugales. Suivante. Et donc, c'est quand nous avons vu comment, de façon concrète, l'engagement des politiciens, de la politique de la région, s'est vu ou non dans les budgets alloués justement à tout ce qui est la prévention et la réparation des violences conjugales. Suivant. Les composants. Comme je disais, ce projet où il a eu la participation de plusieurs partenaires a eu plusieurs composants. D'abord, il y a eu un groupe de femmes qui ont travaillé toute la partie visuelle. Tout le monde était d'abord, on a discuté sur les questions des violences conjugales, et sur les questions des violences de genre, sur la question de budget. Et puis, un groupe a travaillé sur la relation des affiches, sur ces thématiques qui ont été, d'ailleurs, ces affiches collées et exposées dans la ville. Et une autre partie, un autre groupe a travaillé sur des clips de sensibilisation sonore, donc à partir des interviews qui sont faites avec des femmes victimes de violences. Un autre a participé au niveau de la recherche, justement, sous les budgets, sous la politique, la comparaison entre les promesses et la réalité de ces politiques publiques et l'élaboration justement des propositions à partir des résultats de ces recherches. Et toutes les participantes ont participé aux formations sur la BSG, à l'élaboration des propositions, parce qu'il y avait des revendications, mais aussi des propositions, et aux actions des plaidoyers, et qui passaient aussi par des interpellations aux politiciens et de l'occupation de l'espace public. Suivant. Et je vais vous parler sur les différentes étapes de ces processus. D'abord, avant de rentrer au fond de ces étapes, je vais dire qu'on a choisi une approche que nous appelons l'intervention féministe. Donc, avec les groupes de femmes qui ont participé à cette initiative, nous avons parti justement des vécus concrets des femmes par rapport à la violence pour arriver à sensibiliser les restes de la population, mais en passant par l'analyse sur les budgets destinés à la lutte contre la violence conjugale. Et nous avons mis en place une pédagogie de l'éducation populaire, justement, et pour pouvoir aussi renforcer, permettre, je pense qu'on apprend tout le temps, mais permettre d'apprendre des choses et de se renforcer de façon individuelle et collective. Et donc, nous avons renforcé ce que nous appelons l'empowerment des femmes, l'empoderamiento des femmes, justement, dans ces processus de mise en question du budget alloué à la lutte contre la violence des secteurs publics. Suivant. Oui. Donc, on n'a pas utilisé un modèle établi pour faire cette expérience de politisation sensible au genre. Nous l'avons construit parce que ça a duré quand même de 2010 à 2011 et 2012. Nous avons construit en tout cas la première année les modèles, ce que nous voulions faire, de quelle façon nous voulions interpeller les budgets. Mais ce qui nous a paru vraiment très clair, c'est qu'on voulait s'informer, qu'il fallait s'informer d'abord, vraiment avoir des données nécessaires pour faire une étude sérieuse, de dresser des constats à partir aussi des expériences concrètes des femmes qui subissaient ou qui subissent les violences et des services qui sont à leur disposition,
et pouvoir revendiquer et améliorer la politique publique dans le secteur. Et donc, ce que nous avons fait finalement, c'est analyser la politique et le cadre institutionnel à partir des différents acteurs de la région qui font partie de tous ces aspects de la violence conjugale par rapport à ce qu'on appelle l'accueil, la réparation, mais aussi la prévention. Suivant. Alors, nous avons eu plusieurs étapes, une dizaine d'étapes, parce que c'est vraiment c'était petit à petit que nous avons mis en place cette action participative. La première, c'était vraiment de définir clairement l'objectif de notre action par rapport d'abord au monde politique de la région bruxelloise. Donc, ça veut dire comment interpeller, de quelle façon interpeller les responsables politiques sur les moyens financiers qui sont alloués à la lutte contre la violence conjugale. Et de l'autre côté, par rapport au public en général, pour mettre en évidence aussi que les privés et publics, c'est un apport féministe depuis des années. La deuxième étape, c'était de cibler la thématique des violences, parce qu'on avait commencé à parler de toutes sortes de violences. Et puis, on s'est concentré à ce qui est la violence conjugale, parce que c'est apparu dans les groupes l'aspect le plus important. Et donc, les plans de lutte contre la violence, justement, qui existent au niveau de la région de bruxelloise. La troisième étape, c'était mieux comprendre la façon dont les institutions belges, la Belgique est organisée, parce que la Belgique est très complexe. Hein. On a un État fédéral, on a des régions, on a des communautés linguistiques, et chaque partie, chacune a une contribution budgétaire ou une partie des contributions à la politique contre la violence conjugale. Et donc ça, c'était vraiment nécessaire de voir aussi quelles sont les compétences de chaque niveau de prise de décision. Une quatrième étape, c'était justement la recherche. Hein, rechercher et dresser l'état des lieux et avoir des résultats justement entre ce qui est promis et ce qui est fait au niveau des pouvoirs publics. Et pour cela, on a invité, on a eu des réunions avec des personnes ressources sur la thématique budgétaire, avec des acteurs et actrices de terrain, par exemple, tous ceux qui sont dans tous les processus d'accueil des victimes des violences conjugales dans ce cas-là, comme les commissariats de police, et les personnes au niveau de l'hôpital. Mais on a aussi contacté les politiciens, les parlementaires, évidemment, qui travaillent surtout sur les sujets et sur les budgets, et à l'administration en charge de ces politiques. Suivant. Par exemple, lorsqu'une femme a subi des violences de la part de son compagnon, et c'est comme ça qu'on a commencé justement avec les femmes à faire cette planification de comment est-ce qu'on va contacter à chacun de ces acteurs, on a ces femmes-là, elles vont à la police, puis à l'hôpital, puis va chez les juges. C'est comme ça qu'on a, à partir de ces vécus, de ce schéma, on a justement pris en compte ces différents acteurs et on est allé visiter aussi ces différents acteurs pour savoir quel est le temps qui était consacré à chaque phase de ce processus d'accueil des femmes victimes de violences conjugales et combien ça coûtait justement dans chacun de ces acteurs, de ces services plutôt publics, cet accueil des femmes victimes de violences. Suivant. Et donc, la cinquième étape, c'était justement dresser aussi les constats, pas seulement à partir des acteurs de terrain qui sont dans les services d'accueil, mais aussi par rapport au point de vue des femmes victimes de violences. Et donc, on a contacté des femmes qui ont été justement victimes de violences et on a fait des questionnaires, des entretiens pour avoir leur avis. Quel est leur avis par rapport aux services qui ont été et qui sont utilisés? Et ça, on va voir après, plus tard, les résultats de justement de toutes ces parties de ces entretiens. Une sixième étape, c'était la formation, hein, parce que je dis c'est urgent quand même de se former sur les questions budgétaires, comment est-ce qu'un budget est composé, quel est le cycle budgétaire, et sur la budgétisation sensible au genre. Et donc ça, ce qui a permis aussi, c'était une prise de conscience que les budgets avaient une dimension politique par rapport aux femmes qui participaient, parce que je parle ici aussi des femmes des secteurs populaires très militantes et des femmes qui ont subi aussi des violences. Et donc ces formations, par exemple, aussi, a mis en évidence que tout le monde a le droit à avoir un regard, un accès au budget public. Suivant. Et la septième, et donc on s'est formé et on a fait des recherches, et on a appelé aussi aux experts et aux politiciens pour qu'ils donnent aussi dans le cadre de la formation quelle est les approches par rapport au budget et les genres. Suivant.
La septième étape, c'était l'analyse justement des genres des lignes budgétaires de la région. Donc, on a pris les budgets, enfin les documents budgétaires, très compliqués d'ailleurs, de la région, et on a passé à la loupe, comme on dit, comme vous voyez dans le dessin, les différentes enveloppes budgétaires pour trouver dans chaque service vraiment quelle était la partie allouée, ou comment, ou de quelle façon étaient intégrés les genres dans ces budgets. Suivant. L'étape suivante, même si on n'a pas eu toutes les informations nécessaires, parce que c'était très difficile, parfois même les acteurs n'avaient pas toutes les informations nécessaires, or l'administration ne savait pas donner des données claires, des chiffres clairs, parce que c'était une espèce de mélange entre tous les budgets qui étaient destinés soit à violence, prévention, accueil, sensibilisation, financement des associations, tout. Et c'était vraiment difficile parfois d'avoir les chiffres exacts, mais même avec ces problématiques, on a constaté, après l'analyse de ces lignes budgétaires, ces budgets, que la priorité n'était pas accordée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Suivant. Et donc, au niveau de base de cette analyse, et nous avons réalisé des propositions, parce que pas seulement des revendications, mais des propositions qui ont été élaborées pour interpeller les ministères respectifs, parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont en charge de toute la politique de lutte contre la violence conjugale, tout ce qui est la aux hôpitaux, au planning familial, tout ce qui est le ministère égalité des chances par rapport à la prévention, la police, ça répond aussi à notre ministère, au secteur de justice, etc. Et donc, nous avons élaboré des propositions pour chaque niveau et pour interpeller aussi les parlementaires qui vont voter finalement des budgets et les ministres qui vont faire les propositions politiques. Et alors, avec une question qui est venue dans cette phase de projet, que c'est est-ce que les politiques régionales ciblent-elles les changements à long terme des rapports de genre et donc d'élimination des violences envers les femmes, ou est-ce qu'on se contente avec seulement réparer les produits de violence, accueillir les victimes? Donc, on va parler des besoins pratiques des genres et des intérêts stratégiques. Évidemment, les constats que nous avons faits, c'est que ces politiques répondent plutôt aux besoins pratiques des gens. Et dans la deuxième étape, c'était le plaidoyer. Nous avons fait des manifestations dans l'espace public et les interpellations aux autorités compétentes. Suivant. Et les résultats. Quels étaient les résultats finalement de toute cette démarche? Les premiers constats, on parlait des résultats et des constats, c'était que vraiment c'était une complexité énorme. Les différentes lignes budgétaires allouées au coût qui étaient générées par la violence conjugale étaient tellement dispersées dans différents niveaux de pouvoir que c'était presque impossible, même pour eux, pour les parlementaires ou pour l'administration et des conseillers des ministres qu'on a trouvés, de savoir exactement combien était alloué pour la lutte contre la violence. Ce qui était une contradiction avec les plans national et plan régional de lutte contre la violence. À notre constat dans ce sens-là, c'était qu'on n'avait pas trouvé un interlocuteur politique unique. Donc, c'est pour ça qu'on est allé voir différentes personnes et chacun avait son mot à dire, mais aussi son point de vue et ses chiffres. Suivant. Et donc, on a vu, par exemple, ça c'est un exemple parce que je ne vais pas donner trop de chiffres, mais on a constaté que, par exemple, le budget qui est divisé au niveau des missions, ce sont les différentes missions de pouvoir public, dans ces cas-là de la région bruxelloise. La mission, une vingtaine de missions, la mission 5, qui est concernée en particulier à la lutte contre la politique d'égalité des chances et d'égalité hommes-femmes, représentait 0,04% de l'ensemble du budget de la région. Déjà avec ça, seulement, on voyait que ce n'était pas assez. On a comparé les montants à l'autre secteur, ce n'était pas assez. En plus, bien que la question de gender budgeting était déjà accordée au niveau légal, on avait une ordonnance, elle n'était pas encore mise en place à ce moment-là. Donc, pas de transversalité du genre. Suivant. Un autre résultat, c'était que les débats, par exemple, la question de transparence et des contrôles citoyens, évidemment, s'il n'y a pas un budget participatif, mais au moins, il pourrait avoir le mécanisme de participation citoyenne ou de contrôle citoyen. Mais on a trouvé que les débats parlementaires, c'était rendu public, oui, une fois voté, qu'on pouvait les consulter sur Internet, mais que c'était
tellement difficile, même pour les parlementaires qu'on a rencontrés, de comprendre ces budgets qui étaient présentés sur Internet. Donc, c'était une transparence à moyen, pas vraiment transparente. Et donc, on a vu aussi, on a révisé les priorités budgétaires en fonction à quoi répondait par rapport au plan, à la politique publique qui était proposée. Et on avait vu, comme j'avais dit avant, qui répondait aux besoins pratiques, oui, mais pas aux intérêts vraiment d'aller aux bases, à la prévention de ce qui sont les violences conjugales. Et finalement, que les budgets n'étaient pas des priorités, le budget n'était pas en cohérence avec le plan d'action de lutte contre la violence. Suivant. Suivant, oui. Et donc, dans toutes les parties qu'on a travaillé avec l'accueil des services des premières lignes, ça veut dire les commissariats, les secteurs santé, les logements, on a trouvé qu'il y avait des déficits, pas seulement au niveau des allocations budgétaires, mais aussi par rapport à la sensibilisation au genre. Et donc, dans le commissariat, comme on a fait des entretiens avec des femmes victimes de violences, maintenant, on a eu des entretiens aussi avec, par exemple, des policiers et policières qui étaient en charge en particulier de l'accueil des femmes victimes de violences. Et on a vu qu'en fait, les femmes se sentaient mal accueillies, qu'elles n'étaient pas vraiment prises, dans beaucoup de cas, sérieusement, et qu'elles ressentaient aussi que les paroles n'étaient pas prises en sérieux par les fonctionnaires. Il n'y avait pas d'intimité, les endroits, les locaux où ils étaient reçus, ce n'était pas vraiment propice pour qu'on puisse parler des cas de violence conjugale. Et bon, finalement, il y avait quand même des policiers qui trouvaient ça exagéré de la part des femmes de se plaindre par rapport aux violences conjugales. Dans les hôpitaux, on a trouvé la même chose, non? Un mauvais accueil. Et on a trouvé aussi que le personnel n'est pas forcément formé aux questions des politiques de violence. Hein. Et au niveau des logements, on a trouvé des incohérences entre les plans de lutte contre la violence et un article aussi de la Constitution qui est répété dans ces plans, qui garantit un droit au logement pour toutes et tous. Et en particulier, il y a un système de points par rapport aux victimes de violences dans l'allocation des appartements, des logements sociaux, qui devait donner une préférence aux femmes victimes de violences, mais on a trouvé que ça se mettait en place tout, mais vraiment lentement, et à la fin, ne répondait pas vraiment aux besoins. Et de même par rapport au logement d'urgence, dans le cas des femmes victimes de violences, et même si c'était établi dans les plans que c'était une priorité, en fait, on ne faisait rien par rapport à ça. Un autre résultat, c'était qu'au niveau des statistiques sexuelles, il n'existait pas totalement. Enfin, il avait vraiment, par exemple, dans certains hôpitaux, par rapport à l'accueil des personnes qui ont subi des violences, c'était comme ça, les statistiques, mais il n'y avait parfois même pas de référence au niveau des femmes qui avaient été victimes de violences conjugales, ou parfois n'étaient pas sexe-spécifiées. Et donc ça, c'était aussi un des aspects relevants, parce que pour la mise en place des politiques et de la budgétisation sensible au genre, on a besoin des données spécifiques et des indicateurs qui n'existaient pas. Suivant. Et donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de la recherche, ce qu'on a vu, c'est que finalement, avec les données qu'on avait, hein, c'était finalement limité. Et on peut dire que ni les personnes concernées vraiment de mettre en place des politiques publiques savaient exactement combien étaient alloués à ces politiques. Ils ne savaient pas non plus comment les évaluer. Les coûts engendrés par la violence faite aux femmes sont énormes, mais surtout parce qu'on ne fait pas un investissement dans la prévention. Suivant. Et donc, on a demandé aussi, et on a fait toute une série de propositions concrètes. Et on a, par exemple, demandé d'intégrer les questions du genre de façon spécifique dans différentes lignes budgétaires que vous voyez dans l'écran, pour essayer de faire la transversalité. Maintenant, choisir les lignes budgétaires des missions qui sont les plus relevantes par rapport à les statuts des femmes et par rapport aux problématiques de violences conjugales. Suivant. Oui. Et pour terminer, je veux dire que cette initiative, plus qu'un projet, parce que c'était vraiment porté par des femmes et on a fait toute une démarche participative, a abouti à des résultats inattendus, comme on dit. Parce que dans tous les plaidoyers, par exemple, on a fait une manifestation dans la rue sur ces problématiques, les femmes s'intéressent aux finances publiques,
quel est le budget alloué, et de façon très créative. Et on a fait un séminaire interpellation aux ministres compétents, parce qu'il n'y avait pas de ministres, les ministres compétents de la région, justement pour proposer dans chacune des thématiques que nous avons trouvées des possibles pistes par rapport aux actions et au budget. Mais on a aussi fait des revendications par rapport à la sensibilisation pour sensibiliser les autres acteurs belges. Mais on a aussi après, dans ce dialogue et interpellation avec les politiciens et les parlementaires, on a travaillé avec certains parlementaires, avec quelques parlementaires, sur les budgets à cette époque, toujours à cette époque, du gouvernement de la communauté française avant qu'il soit voté au niveau du Parlement et des parlements de la communauté française en Belgique. Et on a analysé ces budgets, ces différentes lignes budgétaires, justement, et ce qui a servi à la base, parce qu'après les parlementaires ont fait l'interpellation politique en base de cette analyse, ce travail qu'on a fait ensemble, nous, un groupe de femmes de vie féminine et de mention les femmes, ils ont lancé la première expérience de budgétisation sensible au genre au niveau des dépenses des budgets de la communauté française, hein, de la Belgique. Donc ça, c'était vraiment un très bon résultat, au fruit de toute cette sensibilisation. L'ordonnance, ça veut dire l'espèce de loi au niveau de la région, a été votée finalement parce qu'elle était, elle était un petit peu en suspens. Donc, on a fait beaucoup de pression avec des autres associations en plus. Il a été adopté. Donc, actuellement, par exemple, ça s'est fait, ça a commencé à se mettre en place à partir d'une expérience pilote à cette époque-là. Et puis, un conseil, les conseils régionaux, justement, de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui était une de nos demandes, justement pour pouvoir avoir un espace aussi de dialogue entre les associations de femmes, les différents acteurs comme les universités, les syndicats et les responsables politiques de la région sur la question d'égalité a été mis en place. Donc, il pourrait dire que ces trois aussi résultats ont été aussi un produit de tous ces processus. Et voilà. Donc, je vous remercie infiniment et je suis attentive aux questions. Merci Marcela. C'était très intéressant parce que on voit quand même, on a un certain temps de recul pour voir les effets de toute cette action. Et donc, bon, est-ce que vous avez un rapport ou avec plus de, où les personnes intéressées par cette expérience pourraient avoir plus de détails? Oui, en fait, on a fait 3 publications par rapport à ça, avec plus de détails, justement, et comment on est procédé et quelles sont les propositions qu'on a fait et quelles sont les revendications, mais aussi sur la démarche même, je peux vous envoyer sans problème pour approfondir la thématique. D'accord, super. Bon, alors je passe le micro à Stéphanie. J'arrive pas à te passer le micro, Stéphanie. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Oui, Stéphanie? Oui, il y a des questions de Claudie qui nous pouvons partager. Ah, ok, donc je te passe l'écran pour que tu puisses les partager. Voilà. Attendez. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. On peut les recevoir au fur et à mesure. Bien. D'accord. Et je réponds aux questions? Oui, on peut commencer avec les questions. Moi, j'ai pris quelques notes aussi, mais il faut que je faut que je les repasse. D'accord. On peut commencer avec les questions qui sont déjà là. Parfait. Bon. Sur les financements de projets, parce que la première question, c'est si les projets ont-ils été financés. Nous avons trouvé un petit financement. Justement, mais on a commencé avec l'interpellation aux politiciens, plutôt en charge de la question de l'égalité aux femmes, et on a eu un financement pas très importante, mais donc des associations comme le Mention des femmes et Vie féminine, on a mis un peu plus, disons, avec des tonnes de travail que nous avons
allouées qui n'étaient pas prises en compte dans ce financement. C'est toujours le problème de quel est le financement qu'on va trouver. Et parfois, surtout quand on va les mettre en question eux-mêmes. Hein, mais on a eu un financement modeste. Et donc, il était à essayer de trouver des femmes pour témoigner. En fait, dans ces processus de ces femmes, par exemple, on avait parlé que ça a commencé en 2009 avec une centaine de femmes des secteurs populaires qui se sont réunies pour discuter sur des problématiques qui les touchaient et notamment la violence. Et parmi ces groupes, le reste de l'initiative, il y a eu plus ou moins 25-30 femmes qui sont restées et des femmes qui ont fait vraiment les noyaux avec nous, avec moi, avec des collègues des filles féminines et des autres collègues. Et c'était plus ou moins 15, non? 15 qui ont été plus actives dans la question de la recherche des différents composants du projet. Et donc, les témoignages qu'on a trouvés, et c'était dans les autres 15 femmes qui n'ont pas participé de façon très active dans ces noyaux des 15, disons, non? Donc, nous avons eu l'avantage de trouver des femmes qui étaient déjà sensibilisées, militantes, et qui justement étaient intéressées pour la question des violences parce qu'elles avaient subi des violences. La troisième question, avez-vous travaillé principalement avec des parlementaires déjà sensibles au genre ou vous avez dû les convaincre? Là, on a commencé, comme dans toute expérience de budgétisation, on a trouvé une porte d'entrée et c'était des femmes parlementaires qui avaient déjà travaillé avec nous des années précédentes, notamment avec le Mouvement des femmes et la Marche mondiale des femmes, dans des parlements des femmes qu'on organisait dans les hémicycles de la région et dans les hémicycles au niveau fédéral. Et donc, on a contacté ces femmes-là parlementaires et puis on a contacté ceux qui travaillaient sur les budgets, hein, les responsables budgets, et ça, c'était plus difficile et on a dû les convaincre. Et la vie féminine et Mouvement sur les femmes travaillent sur les tons des activistes et les budgets des organisations. En fait, c'est beaucoup vie féminine qui a des bénévoles. Non? Qui a des bénévoles. Et nous, le Mouvement sur les femmes, nous avons un financement plus structurel jusqu'à maintenant. Et nous avons aussi des bénévoles. Mais c'est surtout, en effet, le travail des femmes. Le bénévolat, ça vient du travail des femmes de vie féminine. Et pas des responsables qui ont travaillé avec moi, mais des autres femmes, de la trentaine de femmes ou la quinzaine de femmes qui ont participé à ce projet. Quel est le rôle des médias traditionnels? Quel était le rôle des médias traditionnels? Comme toujours, ce qu'ils ont fait, ils ont parlé de nous par rapport aux expériences à partir de la manifestation qu'on a fait dans un endroit très public, très connu ici, qui s'appelle la Bourse, hein, où se font tous types de hommages, par exemple au malheureux attentat qu'on a eu le 22 mars l'année passée. Là, ça passait pour tous les télévisions, enfin la TV un peu partout. Là, on a fait des hommages, etc. Et dans cet endroit est vraiment très symbolique. Aussi, c'est symbolique pour nous, parce que c'était la bourse, et donc c'est l'argent. Et quand on a fait la manifestation de façon très créative avec des panneaux, de musique, etc., c'est là que la presse traditionnelle s'est approchée, s'est intéressée à nous. Et on a eu des entretiens de la radio, de 2 ou 3 radios, et on est passé à la télé aussi. Mais c'était à partir de ces manifestations publiques qu'on a parlé sur notre interpellation. Comment notre atelier intersectionnalité, ça c'est vraiment très important parce que l'effet, par exemple, de travailler avec des femmes du secteur populaire, c'est pas seulement pour ça, mais ça fait que ce soit plus visible et moins, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'il faut dire que parfois il y a des démarches qui ne les prennent pas en compte. Hein. Nous, les féminines et nous prenons vraiment en compte cet aspect de l'intersectionnalité. Et donc, nous l'avons travaillé notamment avec les femmes quand on a fait la définition, quand on a quelles violences on va attaquer, enfin, on va analyser dans les budgets, la violence conjugale, et quand nous avons vu des entretiens pour avoir l'avis des femmes dites bénéficiaires des services publics. Et c'est là que nous avons croisé justement les différents aspects
des oppressions que subissent les femmes, donc entre les liens entre le manque d'autonomie financière, par exemple, et des femmes qui subissent des violences, des femmes d'origine immigrée qui sont en chômage, qui sont sans papier, comme on dit, qui n'ont pas accès aux services publics, les racismes des acteurs, comme par exemple ou à la police ou parfois à l'hôpital par rapport aux femmes victimes. Ça, nous avons discuté parce que c'est vraiment c'est très important. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais on ne l'a pas écrit comme tel. Et puis, comment avez-vous travaillé avec les hommes hors décideurs parlementaires auteurs de violence? Oui, là, ce qu'on a fait, c'est de créer des affiches de sensibilisation. Hein, et on a fait aussi des résumés de ce qu'on a trouvé, les constats qu'on a fait et les propositions que nous avons fait, on a distribué, on a présenté aux réunions mixtes, aux réunions mixtes d'autres types d'associations, de différentes associations qui existent au niveau des réunions mixtes. Et avec les auteurs de violence, on n'a pas travaillé avec les auteurs de violence. On avait essayé de contacter une association ici qui s'occupe que de ça. Au départ, c'était travailler qu'avec les hommes qui étaient auteurs de violence. Et maintenant, cette association travaille aussi avec des femmes autrices de violence. Bon, voilà. Mais nous n'avons pas... On n'était pas écoutés. Voilà. On ne s'était pas intéressés, trouvé ça compliqué, etc. On n'avait pas le temps, choses comme ça. Donc vraiment, on n'a pas travaillé sur la question avec les auteurs de violence. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, si j'ai répondu aux questions. Alors oui, moi j'avais mis quelques petites questions, mais Stéphanie a peut-être pas eu le temps de les copier. Je les ai envoyées par le chat, Stéphanie. Mais je peux les poser comme ça, de toute façon. Alors j'essaye de les retrouver. Alors, 2 secondes. Voilà. Ma question, c'était pourquoi avoir décidé de travailler sur la budgétisation sensible au genre? Est-ce que c'est lié aux expériences antérieures ou votre plaidoyer, par exemple, pour lutter contre les violences faites aux femmes n'avait pas porté ses fruits? Est-ce que vous sentiez que faire une analyse de BSG allait avoir une valeur ajoutée pour vos actions de plaidoyer? C'était une de mes questions. D'abord, en Belgique, par exemple, c'est les monstres des femmes. Ah, je vous entends mal, Marcella. Oui. Voilà. Maintenant? Ouais. Allez-y. Sur la thématique, il n'y avait pas à l'époque, en 2009, par exemple, quand on a commencé, que les monstres des femmes qui avaient commencé à travailler sur la question et à donner des formations, d'initiation sur la budgétisation sensible au genre. Donc, ce n'était pas vraiment connu des secteurs associatifs. Au niveau politique, c'est vrai qu'au niveau fédéral, on a, depuis le 2007, un processus de budgétisation sensible au genre au niveau des services fédéraux, des ministères, mais ce n'était pas une thématique très connue. Hein. Et donc, on a commencé à faire des formations, au moins sur les femmes. Il y a des gens des féminines qui ont participé à la formation, il y a d'autres personnes qui ont participé. Et donc, on a fait aussi des formations pour la Marche mondiale des femmes, qui est composée par plusieurs associations des femmes. C'est comme ça que la thématique s'est fait un petit peu connue. Donc, en 2010, on s'est dit, c'est vrai que si on n'a pas l'argent, on ne peut rien faire. Et en plus, il y a tellement de plans d'action de lutte contre la violence, mais on ne voit pas les résultats. Parce qu'on ne voit pas les données, vraiment, on n'a pas d'indicateur. On ne sait pas, est-ce que c'est parce qu'il manque de l'argent ou c'est parce que c'est une problématique tellement difficile à résoudre qu'on ne peut pas avancer. Et c'est avec ces éléments qu'on a justement décidé de s'attaquer au budget, parce que c'est là que les choses vont se décider. Et donc, c'était la première expérience autonome, la première expérience de ce type ici en Belgique, à part au niveau des services fédéraux du gouvernement central, non, que c'est à l'intérieur. C'était la première expérience de ce type qui était. Et donc, c'était justement pour voir concrètement, non, de la promesse à l'action, quelles sont les ressources allouées.
Donc pour vous, ça a vraiment été un outil important pour, comment on a, fondamental, pour appuyer votre plaidoyer en fait. Tout à fait. Ouais. Et ma question, c'est après justement cette intervention, bon, c'est peut-être trop tôt pour voir des effets sur ce plan-là, mais est-ce que les différents acteurs dont vous avez parlé ont amélioré justement le système de suivi et évaluation de cette problématique des violences? Oui, ça a avancé, hein, ça a avancé parce qu'il y a eu, par exemple, j'ai pas dit, je pense, dans les documents, mais on avait parlé aussi d'une ligne téléphonique qui était un service seulement pour une partie du pays, donc combien d'argent était alloué pour ces lignes téléphoniques, etc. Finalement, on a élargi, par exemple, ces lignes téléphoniques et on a fait une évaluation aussi de l'impact de l'utilisation de ces lignes téléphoniques, et c'était important parce que c'est téléphoner en cas de violence conjugale. Et donc, des questions d'évaluation ont commencé à émerger de ces côtés-là, hein, parce que c'est une action de la politique publique. Et sur des indicateurs du genre, par exemple, il faut dire qu'à partir de 2011, personnellement, j'ai travaillé 12 années avec la région bruxelloise, avec les ministères de la région bruxelloise et les responsables d'égalité des chances. On a rapporté tout, on a fait les rapportages de Pékin, des engagements par rapport au plan d'action de Pékin. Et pendant c'était une obligation légale, en 2011, 2012, 2013. Et là, on a travaillé justement sur les indicateurs, d'abord les statistiques sexo-spécifiques de tous les services, pas seulement ceux qui sont par rapport à la violence conjugale, mais tous les services des secteurs publics. Et on a dû travailler justement sur les indicateurs alors par rapport aux violences données. Et s'est formé une commission au niveau fédéral où les régions font partie, donc la région bruxelloise. Je veux dire que ça a quand même avancé. Et au moment de l'interpellation que nous avons fait, on avait un ministre, hein, c'était secrétaire d'État, et sensible, qui a reçu, et on a discuté avec lui les propositions qu'on avait faites, parce qu'on avait fait ces propositions. Et donc, c'est pour ça que ça a eu une suite aussi, non? Dans la mise en place de ces rapports de Pékin, dont l'ordonnance sur la BG qui était finalement votée, et dans la forme, ils ont créé un réseau au sein des services publics de la région, et des personnes relais sur les genres et donc sur les questions de violence. Ça, c'était à l'époque. Hein. Et donc, il a eu quand même un avancement. Tout ça. Eh bien, je pose ma dernière question, après je repasse le micro à Stéphanie et peut-être à Claudie. Vous avez dit que l'analyse avait été très difficile parce qu'il y avait vraiment une complexité, même si les données, les budgets étaient accessibles, bon, c'était pas évident à lire. Et vous avez dit par ailleurs que votre équipe était faite de personnes qui n'étaient pas forcément expertes, mais j'aimerais savoir quelles compétences vous considérez importantes dans une équipe pour faire ce travail d'analyse. D'accord, oui, des personnes compétentes, disons, on était 4, enfin, compétents, disons, qui connaissions la matière, les questions de genre. Oui, alors par rapport au genre, mais peut-être est-ce que vous avez eu besoin aussi de, je sais pas, de personnes avec des compétences financières ou d'autres types de compétences? Oui, oui. C'est pour ça, personne par rapport au genre et par rapport aux finances. Et au budget, on a travaillé avec cet ASBL qui s'appelle Périphéria, non, qui travaille sur les budgets locaux, sur le budget participatif. Donc, on a eu parmi les formations, tout le monde, hein, sur les budgets, comment est composé un budget, quel est le cycle budgétaire, mais vraiment au détail comment est composé le budget d'un secteur public. Hein. Et puis, on a eu la formation sur la budgétisation aussi de genre, c'est moi qui l'ai fait. Et si je peux résumer au niveau on a eu des mini-conférences des personnes de l'administration qui sont en charge du budget. C'est important, pas seulement par rapport à la lutte contre les violences conjugales, sinon sur les gestions budgétaires, sur l'exercice budgétaire et des personnes de l'administration. Donc, je pense qu'au niveau des compétences, il faudrait vraiment d'abord être très, très, très convaincu sur les questions du genre. Ça, c'est la première chose. Et être au clair avec les concepts. Par exemple, quand on a utilisé aussi le besoin pratique, intérêt stratégique,
pour analyser d'un autre point de vue les budgets, hein, oui, qui concrétisent la politique publique, il fallait savoir de quoi parlons-nous. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ces concepts clairs. Et puis, savoir comment est-ce qu'un budget est constitué. C'est indispensable, non? Savoir lire un budget aussi, non? Savoir lire des documents budgétaires, parce que dans chaque secteur, grosso modo, sont les mêmes, hein, mais dans chaque secteur, ça va être un petit peu différent, mais il va y avoir des lignes budgétaires. On va appeler ça des missions, et puis il y a des nomenclatures, etc. Il faut savoir lire un document budgétaire, dans ces cas-là, public ou d'autres secteurs. Hein. Et puis, il faut aussi, je pense que ne pas avoir peur des chiffres, hein, parce que parfois on dit, ouf, c'est tellement compliqué et on ne peut pas les faire. Donc, il faut vraiment casser un mythe chez nous-mêmes, hein, que les chiffres, ce sont des questions trop compliquées, que ce ne sont pas des questions pour les femmes, dans ces cas-là spécifiques. Et un autre aspect, je pense que c'est important, c'est on n'est pas forcé à être des expertes, hein, ou des experts, mais il faut faire les bonnes alliances, hein, avec des personnes qui sont compétentes dans la question, comme nous avons par exemple fait avec des gens de l'administration qui travaillaient sur le budget jour à jour au niveau de l'administration. Donc on a lu aussi avec eux, on les a formés, sensibilisés aux questions du genre, et on a pu comprendre les documents avec les différentes nomenclatures qui existent sur les budgets de la région. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je passe la parole à Stéphanie. Et puis, évidemment, voilà, hop, si, voilà. Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y avait 3 questions qui ont été ajoutées, des Salomon et Logbe. Je ne sais pas si vous avez... Ah oui, je peux le dire. Oui. Oui. Je lis le premier. Vous dites que le budget de la région bruxelloise inscrivait la question genre comme priorité, mais en termes d'allocation, elle était insignifiante, notamment 0,04%. Avez-vous les coûts globaux pour qu'on puisse mesurer l'ampleur? Oui, enfin, j'essaie de trouver mes documents. Je peux dire que, par exemple, au niveau de la région bruxelloise, hein, il avait 100... j'essaie de trouver... Seulement de la région. Mais après, on a vu comme tous les services dépendent des différents secteurs. C'est plus trop complexe les budgets. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas ici. Mais je peux dire par exemple que sous les projets qui est destiné à la violence au niveau de la région bruxelloise, il avait à l'époque 118 000 euros pour des projets communaux destinés à la violence, hein, et 46 000 pour la plateforme, parce qu'existe une plateforme régionale qui intègre des acteurs, différents acteurs, actrices du secteur sur la violence conjugale, oui, sur la violence des genres, des 46 000 euros. Donc ça, ce sont des données par rapport au ce qui c'est pas global, hein, c'est que la région avait par rapport à égalité des chances. Hein. Et donc tout ça représentait 0,04. Et donc j'essaye de voir, on pourrait calculer si ça représentait 0,04. Ça c'est l'ampleur des... Oui, peut-être que si vous avez besoin de consulter, on peut aussi envoyer l'information un peu plus tard. Et je pense qu'elle doit être dans les rapports que vous allez nous envoyer. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, l'autre question, qu'est-ce que c'est Oui. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la violence conjugale? D'accord. La violence, comme je disais au départ, quand les femmes, en 2009, une centaine de femmes se sont réunies et pour parler des problématiques qui les touchent directement, une des problématiques qui est sortie, c'est la violence conjugale, hein, liée à manque d'accès au logement, le problème des chômages, éducation des enfants, etc. Et donc, on en a discuté avec les femmes pour cibler les objectifs, vraiment, parce qu'on ne peut pas avoir la violence en général, parce que si on parle de violence conjugale, violence dans la rue, le harcèlement et violence de différents types,
on a discuté avec elle et on a décidé ensemble que ce qui les touchait le plus, c'était la violence conjugale. Non? Et vraiment ça. Et en plus, il y a un plan de lutte contre la violence conjugale. Donc, c'est pour ça que se disait, ça, c'est vraiment une thématique qui est importante. Et un autre, à l'époque, on discutait sur le budget destiné à la sécurité. Maintenant, on n'est même pas en question, mais à l'époque, on avait proposé la région un budget destiné à la sécurité qui était excessivement important par rapport à ce qu'on voyait qui était, par exemple, alloué à la plateforme de lutte contre la violence conjugale. Ces trois éléments ont fait que on a choisi la violence conjugale comme une thématique fondamentale. Qu'est-ce qu'il y a en amont? Oui, tu veux lire les... Oui. Et le troisième, est-ce qu'en amont, vous aviez interrogé les mécanismes de budgétisation? Est-ce que des personnes portant des lunettes, j'imagine, des lunettes genrées, avaient participé à l'élaboration du budget? Les mécanismes de budgétisation, ça veut dire la constitution du budget, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'elle est faite, quelle est la procédure Oui. J'attends pour voir si Salomon peuvent peut-être nous élaborer un petit peu sur sa question dans la fenêtre des questions. Mais bon, en tout cas, en ce qui sont les personnes portant des lunettes genre, non. Justement, les budgets qu'on a vus, enfin, on a vu ce qu'on a des deux années précédentes, non? Et ils n'étaient pas sensibles au genre, parce que sinon on aurait vu. Hein? Par contre, après, comme je disais à la fin de ma présentation, pour l'élaboration de budget de la communauté française, pas de la région, de la communauté française, là, oui, les gens étaient sensibilisés à la question, hein, se sont formés, et ils savaient les lunettes de genre, donc vraiment, ça a changé un petit peu. Quoique l'évaluation, on n'était pas trop ambitieux hein, à l'époque, mais bon, ça c'était... Mais par rapport à ce qu'on a, les budgets que nous avons analysés par rapport à la violence conjugale, comme ça dépend de plusieurs secteurs, hein, on est arrivé qu'à un des secteurs que c'était finalement la COCOF, qui intègre ça dans sa politique publique. Et c'est seulement maintenant qu'au niveau de la région bruxelloise, la BG est instituée et qu'on a commencé à partir de l'année fin 2015 à budgétiser, à faire les budgets sensibles aux gens, en fait, de façon concrète, sur les dépenses et sur les recettes. Et alors, si on a interrogé, j'imagine, les mécanismes de budgétisation, si on l'a mis en question ou non, enfin, ce qu'on a mis en question, c'est que cette dispersion pour faire les budgets manque de concertation. Je pense que je l'avais mis dans la présentation, peut-être que je ne l'ai pas trop dit. On a incohérence justement au moment de décider quelles sont les allocations, parce qu'il va y avoir une concertation de plusieurs services, même à l'intérieur de la région bruxelloise, hein, et manque de cohérence. Donc, évidemment, cette partie-là des mécanismes de construction du budget étaient mis en question de notre part. Oui. D'accord. Ben, je crois qu'on a couvert toutes les questions. Évidemment, on en a plein. Enfin, moi, j'en ai plein qui me viennent à l'esprit. Mais je veux passer la parole à Claudie, peut-être pour faire un petit récapitulatif, pour faire un lien avec la formation que vous êtes en train de suivre. Et bon, tout autre sujet qu'elle considère important. Claudie, je vous ai passé le micro. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, Marcella, ça m'a beaucoup intéressée parce que ça fait écho évidemment à plein de questions, d'interrogations, de recommandations déjà qu'on a abordées dans le cours. J'ai juste, avant de faire peut-être une synthèse, voilà, sans être trop prétentieuse, une question par rapport à l'approche. Est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, un risque
d'aborder les violences faites aux femmes par le biais de ce qu'elles coûtent à la société plutôt que par le biais des droits humains? Je pense que oui, il y a un risque, hein, mais nous savons cibler les deux choses, combien ça coûte à la société, mais aussi quelles sont les répercussions dans la vie de tous les jours chez les femmes et chez les hommes. Je ne vais pas expliquer comme ça, mais je pense que c'est malheureusement, d'un côté, c'est le langage qui est écouté par les politiciens et par les responsables politiques et par l'administration parfois, hein, ils sont à notre rôle. C'est le langage des chiffres, des données. Hein. Et donc, si on accompagne ces langages, si on n'accompagne pas du fait de la question de l'injustice et de l'inéquité dans cette répartition budgétaire et des résultats de cette inéquité dans la vie de tous les jours pour les hommes et pour les femmes, alors je pense qu'on risque d'être technicien, de tomber seulement cet aspect-là. Mais c'est pour ça qu'il faut de donner aussi la dimension politique et la dimension, comme tu dis, des droits humains, non? Parce que c'est une question d'inéquité et d'injustice. Et c'est comme ça que nous avons présenté, nous, non? Et nous, des femmes s'intéressent aux finances publiques et on met en évidence ces incohérences entre l'engagement, les paroles et ce qui vraiment fait comme priorité n'est pas une priorité. Et donc, on a lié les chiffres pour parler avec eux et en même temps, on a dit que c'est une question d'injustice et pas seulement d'incohérence, mais d'injustice et qui pèse sur toute la société. Alors, si eux veulent justement parler des chiffres qui pèsent sur toute la société, oui, c'est vrai, mais surtout, c'est plus que des chiffres, non? C'est vraiment toute l'organisation sociale finalement qui est touchée par cette violence envers les femmes qui est quotidienne, non? Et qui va même contre les politiques, parce que les politiques n'ont pas, en effet, s'ils ne sont pas accompagnés d'un budget en cohérence. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, totalement. Oui, oui. Et d'ailleurs, bon, ça serait peut-être le premier point de cette mini-synthèse sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'importance d'aborder la BSG d'un point de vue féministe et d'un point de vue de l'empowerment, de l'autonomisation des femmes, et pas uniquement par le biais de l'efficacité du développement. Hein, il faut budgétiser des actions. Alors, donc, dans ton cas, c'était la violence, mais on peut imaginer d'autres arguments. Il faut des actions pour les femmes d'un point de vue économique. Il faut que les infrastructures fonctionnent davantage en faveur des femmes parce que ça rend toute chose plus efficace. Et je pense que il y a toujours un souci à balancer, à équilibrer l'argument de l'efficacité du développement avec celui des droits humains. Et je pense que, comme vous l'avez fait, aborder la question de la BSG d'un point de vue féministe, en mettant bien en avant, par exemple, la question des besoins pratiques versus les intérêts stratégiques, en posant vraiment la question de savoir est-ce qu'on travaille à la racine, et notamment est-ce qu'on travaille les rapports de genre qui sont à l'origine des violences, en l'occurrence, mais qui sont aussi à l'origine du non-partage de l'espace public, qui sont à l'origine du non-octroi de crédit pour les entreprises des femmes, etc. Je pense que c'est très important de l'aborder par ce biais-là. Donc ça, c'était mon premier commentaire. Mon second commentaire, dont tu as parlé aussi, c'est la question du temps. On voit bien que pour mener une telle initiative, il faut y mettre du temps, c'est long, et très souvent, malheureusement, les financements qui sont octroyés pour des projets de BSG sont sur des temps courts et ne laissent pas, et pour les questions de genre en général, hein, on sait que c'est plus compliqué de déconstruire des stéréotypes de genre et de travailler sur les rapports de genre que par exemple de construire une école ou de refaire une route. Et bien souvent, les projets ne tiennent pas compte de ce calendrier dont on a besoin pour travailler sur les questions de genre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on interpelle, notamment au niveau des donateurs, même si effectivement, dans votre cas, comme tu l'as dit, c'est surtout le temps des bénévoles, hein, l'investissement des bénévoles qui, au final, a financé en grande partie ce projet. Un autre point sur lequel tu as insisté, qui me semble fondamental, c'est celui de la dynamique multi-acteurs qui est absolument essentielle pour mener une BSG.
On ne peut pas y aller si on est uniquement des militantes féministes. Il faut aussi travailler avec des gens qui comprennent les budgets. Il faut travailler avec des gens qui sont dans des positions de pouvoir, qui ont la capacité de faire changer les choses, qui sont là où, voilà, dans des sites de pouvoir où nous ne sommes pas forcément. Et ça me semble vraiment important dans la stratégie à développer de mettre l'accent sur ce point-là. Une autre dimension très importante, tu l'as dit, c'est celle de la compréhension du contexte. Comprendre à la fois les inégalités qui touchent les femmes et les hommes, le pourquoi de ces inégalités, mais comprendre aussi le contexte institutionnel, le contexte aussi législatif, hein, puisque tu as dit qu'il y avait une loi sur la BSG qui était, votée, mais qui n'était pas appliquée. Donc, je pense que cette dimension de la compréhension du contexte, encore une fois, elle est essentielle dans la BSG. Le diagnostic est absolument primordial et très souvent, on fait l'impasse ou en tout cas, on passe trop rapidement sur l'évaluation du contexte. Et forcément, si on n'évalue pas bien le contexte, on ne propose pas les bonnes solutions. Donc ça me semble aussi très, très important. Un autre point, c'est celui de... Quand tu as parlé de casser le mythe, et ça, je pense que c'est très important, ça fait vraiment partie de l'autonomisation, ça fait partie de l'empowerment, de se dire qu'on a le droit de questionner les politiques publiques, qu'on a le droit de demander où va l'argent public, parce que l'argent public, c'est aussi l'argent des femmes, parce que toutes ces femmes qui sont victimes de violences et auxquelles les services publics ne répondent pas, ce sont aussi des personnes qui payent leurs impôts, des personnes qui mettent de l'argent dans le budget de la ville de Bruxelles. Et par conséquent, je pense qu'il faut se sentir totalement légitime et casser ce mythe, effectivement, que le budget, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Le budget, c'est nous qui le construisons. Et donc, il est tout à fait normal, tout à fait légitime d'interpeller aussi sur la manière dont l'argent public est dépensé. Ça me semble absolument fondamental aussi en termes d'empowerment individuel, mais aussi collectif. Et puis peut-être le dernier point, et ça fait aussi le lien avec une des questions qui a été posée par Salomon, c'est celui de quand est-ce qu'on peut intervenir et l'importance de se dire qu'on peut intervenir en amont, on peut intervenir pendant, on peut intervenir après. Il n'y a pas de mauvais moment pour intervenir sur la budgétisation. Il n'est jamais trop tard. Même si le budget est déjà enclenché, on peut quand même faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est aussi important parce que ça veut dire qu'à différents moments, avec différents acteurs, on a toujours la possibilité de trouver des portes d'entrée pour travailler. Et puis le dernier point, c'est celui sur la méthodologie que vous avez utilisée et qui rejoint tout à fait, par exemple, la méthodologie qu'on a utilisée pour travailler sur la budgétisation communale au Sénégal. C'est le fait de ne pas travailler avec un modèle préétabli, tout en faisant appel à des outils qui existent. Les outils du genre, les outils de l'analyse de genre, mais aussi tous les outils qui ont déjà été créés sur la budgétisation sensible au genre et qu'on introduit généralement dans les formations sur cette question-là. Mais de se dire, voilà, chaque contexte est particulier, chaque dynamique est particulière, chaque groupe d'acteurs est particulier avec ses faiblesses, ses points forts, et que par conséquent, le modèle, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Et ça, je pense que ça contribue également à la question de l'empowerment. Et c'est aussi forcément le modèle qui va le mieux coller à notre situation. Donc, je pense que la dynamique de la recherche-action, mettre cette recherche dans les mains même de celles qui vivent le problème, je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que ça nous demande de questionner le modèle qui est quand même celui qui est le plus courant actuellement, qui consiste à confier à des groupes de consultants, à des cabinets de consultants, de telles recherches, avec des tarifs qui évidemment sont souvent bien au-delà de ce qu'on peut récupérer, nous, les militantes féministes, pour mener des projets de BSG. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui doit nous faire réfléchir. Voilà.
D'accord, merci beaucoup Claudie. Marcella, merci infiniment. On sait que apparemment votre emploi du temps est très chargé. Donc on est vraiment très contente d'avoir pu avoir cette expérience. Et puis voilà, pour les étudiants et les étudiantes, leur signaler que nous sommes donc dans notre 6e semaine. Nous sommes maintenant dans le module 3. À la fin de la semaine, il va falloir remettre votre 3e étape de l'exercice et réaliser le quiz numéro 3 qui devrait être disponible aujourd'hui ou demain sur la plateforme. Et bien voilà, Claudie, quelques messages pour les participants en particulier? Oui, je les attends impatiemment sur le forum, hein, bien entendu, parce que tout ce qu'on vient d'entendre est complètement lié aux discussions qu'on a eues dans le module 1, dans le module 2 et maintenant évidemment dans le module 3, hein, puisque ce module 3, il est consacré à la partie un peu plus dure, comme le disait Marcella, hein, il s'agit de se mettre face à un budget avec des lignes, des colonnes, une nomenclature qu'on ne maîtrise pas forcément et de faire parler les chiffres. Donc voilà, je les attends pour faire parler les chiffres. Parfait. Super message de fin. Merci encore à Marcella. Et c'est motivant de voir des actions, même si on voit que voilà, ça prend du temps. Mais bon, ça porte ses fruits quand même petit à petit. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Marcella. Au revoir. Merci.